Bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, quelques minutes de retard, nous allons pouvoir commencer la séance. Alors, je vais d'abord faire l'appel. Madame Ajus, Monsieur Annibaldi, Monsieur Arbona, Monsieur Hazard, Monsieur Azibir, pouvoir donner à Madame Ponceramad, Monsieur Boval, Madame Ben Salama, Monsieur Besnaïnou, Madame Betuzzi, Monsieur Carotenuto, Madame Cordier, Madame Dangeau présente, Monsieur Dacilo, Madame Debord, Monsieur Delage, pouvoir donner à Monsieur Miron, je ne dis pas arriver. Madame Delaval, Madame Dinoncera, Monsieur Dudiozer, Madame Duguet, Madame Farkas, Madame Gallo, Monsieur Garcia, Monsieur Georgie, Madame Drac, Madame Arouche, pouvoir donner à Madame Moustakia, Monsieur Erzala, Madame Ondamia, Madame Ondamia, pouvoir donner à Monsieur Joshua, Monsieur Obsépian, pouvoir donner à Monsieur Marie, Monsieur Joshua, Monsieur Lamy, Madame Louis, Madame Macaluso, excusez, Monsieur Maggio, Monsieur Marchal, présent. Monsieur Marie, Madame Masse, Monsieur Maury, excusez, Monsieur Miron, Monsieur Monti, Madame Moustakia, Madame Patriti, Madame Ponceramad, Monsieur Rabia, Monsieur Ravier, Madame Rivière, Madame Rodriguez, Madame Sicard et Monsieur Vendredi. Donc le quorum étant atteint, nous allons pouvoir ouvrir la séance. Alors avant de commencer, aussi bien l'approbation du compte rendu in extenso que les rapports qui sont à l'ordre du jour, je voulais vous informer du décès de Madame Roselyne Druard, qui était donc conseillère d'arrondissement au sein de notre mairie. Et donc je vais vous demander de procéder à une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc je vous demande maintenant de souhaiter la bienvenue à Monsieur Claude Carotenuto, dont je déclare installé en tant que conseiller d'arrondissement au sein de la mairie des 13e et 14e arrondissements. Bienvenue, Monsieur Carotenuto. Alors, y a-t-il des observations sur le compte rendu de la séance du 21 novembre? Monsieur Marie? Alors, Madame le maire, avec votre autorisation, ce n'est pas tout à fait des remarques sur le compte rendu, mais deux remarques génériques pour l'ensemble de la séance. La première, c'est que, à ma demande, en début de mandature, M. Ravi avait accepté qu'on filme les conseils d'arrondissement, donc ce qui a été fait, et qui continue à être fait aujourd'hui. Seulement, je me demande si depuis quelques mois, à quoi cela sert-il de les filmer, puisqu'ils ne sont pas mis à disposition du site internet. Il y a peut-être une explication. Ah non, je vous assure, je regarde régulièrement. Vous êtes arrêté au mois de mars ou avril. Hormis votre séance d'installation qui a été mise en œuvre, donc vous regarderez, il y a peut-être un petit problème technique, donc simplement pour le rappeler. Le deuxième point, comme d'habitude, vous n'avez enrôlé au rapport que les dossiers qui ont été adressés par la ville de Marseille, le premier envoi. Je comprends très bien que c'est compliqué d'enrôler les additifs lorsqu'ils arrivent à la dernière seconde, hormis que l'additif numéro 1 est arrivé le 1er décembre à 11 h du matin. Donc on peut penser qu'on aurait pu avoir le temps matériel d'en débattre. C'est dommage parce qu'il y avait des rapports intéressants qui auraient pu être débattus au conseil d'arrondissement. Je demandais si vous avez des observations sur le procès verbal in extenso. Apparemment, vous n'en avez pas. Je n'en ai pas, mais comme c'est un début de séance, c'est une remarque générique que je fais. Voilà. Et quant à votre demande, nous aurons tout le
temps lundi au conseil municipal d'aborder les rapports qui nous semblent bons d'aborder lundi matin. Monsieur Maggio. Bien. Madame le maire, je constate effectivement que Madame la sténotypiste a bien enregistré l'intégralité de mes propos tenus lors de la dernière assemblée. Je tiens à ce titre d'ailleurs à la remercier. Et comme vous pouvez le constater, j'ai demandé donc maintenant, ça figure en écrit, par écrit, toute une série de documents lors du dernier conseil d'arrondissement concernant les frais de carburant. J'ai pris soin aussi de vous joindre un courrier que vous avez probablement dû recevoir maintenant depuis quelques jours. Je n'ai à ce titre toujours pas eu de réponse. Je vous remercie de bien vouloir me donner une explication. Monsieur Maggio, vous recevrez une réponse en temps et en heure de la part de l'administration. Nous allons pouvoir maintenant procéder à l'ordre du jour de notre conseil. Donc, même si nous n'avons pas enrôlé l'additif numéro 1, l'ordre du jour de notre conseil est quand même conséquent aujourd'hui, puisqu'il compte 31 rapports. Donc, je vous demanderai d'être précis, rapide et concis sur vos interventions. Alors, rapport numéro 1. Oui, une personne a de remarques sur le compte rendu d'extinction de la séance dernière. Je peux le considérer comme approuvé. Je vous remercie. Alors, rapport numéro 1. Ce rapport a pour objet les dépenses d'investissement des mairies de secteur à effectuer donc avant le vote du budget primitif. Pour ce qui concerne notre secteur, l'autorisation donnée jusqu'à ce que les états spéciaux annexés au budget primitif soient devenus exécutoires s'élève à 76 582 €. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? S'il n'y en a pas, je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Le rapport est donc approuvé. Rapport numéro 2, Monsieur Monti. Madame le maire, mes chers collègues, rapport 17-113-7S. Ce rapport a pour objet l'attribution de subventions aux associations ou organismes qui assument une mission de service public dont la continuité doit être assurée. Il convient notamment d'éviter toute interruption dans le fonctionnement de ces organismes qui doivent assurer des dépenses courantes dès le début de l'exercice, avant le vote du budget définitif et notamment les salaires de leur personnel. Dans cette option, il est donc proposé de verser un acompte de 6 000 € au Restaurant du Cœur et 39 000 € à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Madame le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Je vous remercie, Monsieur Monti. Y a-t-il des interventions? Non. Qui est pour ce rapport? Qui est le rapport adopté. Rapport numéro 3, Monsieur Garcia. Madame le maire, Monsieur le sénateur, mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais rendre hommage au sénateur Stéphane Ravier pour son travail effectué pendant 3 ans sur cette mairie de secteur, en avril à notre arrivée en 2014. Donc, ce rapport a pour l'objet l'approbation de la déclaration des avantages de nature attribués par la ville de Marseille. Le montant de l'avantage de nature, calculé en multipliant la durée d'utilisation effective de l'équipement sportif par le tarif en vigueur, délibéré par la ville de Marseille, ou en appliquant les modalités particulières d'une convention. Pour notre secteur, vous avez la liste sous les yeux. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport au vote. Merci. Merci, M. Garcia. Y a-t-il des remarques sur le rapport, M. Marie? Oui, Madame le maire, sur le rapport, donc, rien de spécial à signaler. Je voudrais profiter de ce rapport pour aborder quelques questions liées à notre secteur sur les équipements sportifs. Donc, bien sûr, vous-même, monsieur l'adjoint au sport, qui peut-être être plus indiqué, qui est plus au fait des dossiers pour nous répondre, mais je pense que ça peut intéresser l'Assemblée. Donc, nous avons eu des rapports qui ne figurent pas, bien sûr, d'avant du jour, mais c'était dans les additifs et qui sont relativement intéressants.
Donc un rapport sur le stade du Merlan, donc on peut se féliciter de la réussite architecturale et fonctionnelle de ce stade, mais depuis le stade du Merlan, nous avions eu une délibération l'an dernier, en octobre 2016, concernant des études pour la remise à niveau du stade de la Rose-Rolandin. Donc à l'époque, j'avais indiqué à l'Agence Sport que si je me félicitais pour les usagers de ce terrain, de cette délibération, il aurait été préférable de faire passer en priorité la réhabilitation de 2 terrains pour des clubs historiques du secteur, notamment la JO Saint-Gabriel et le CAG à Château-Gombert. Donc c'est vrai que ça a été fait depuis, puisque le stade des Cheminots a été réhabilité, donc je suppose qu'on aura bientôt une inauguration officielle, et c'est également une réussite ça, qui convient à l'ensemble du tissu associatif local. Mais il y a un rapport dont j'aurais aimé que nous puissions débattre, un rapport qui est dans un additif, qui est la réhabilitation pour près de 2 millions d'euros du stade de Gombert. Donc je voulais savoir si ce stade qui avait été, il y a 2 ans ou 3 ans, mis à disposition d'un club de baseball et des écoles du secteur, va être mis à disposition à nouveau d'un club de football. Et s'il y a un échéancier de travaux, j'ai noté également, et ça aussi il faut s'en féliciter, la participation du conseil départemental à hauteur de 80%, si j'ai bien lu le rapport. Voilà, donc je voulais savoir si cette délibération va être mise en œuvre dans les années à venir, ou plutôt, et si sur le stade de la Rose-Rolandin, on a abandonné finalement la réhabilitation de ce stade, ou si c'est toujours d'actualité. Monsieur Miron. Madame le maire, mes chers collègues, je Marie, je suis très heureux que vous félicitiez qu'il y ait réussite. Je me rappelle de certains de vos collègues qui se moquaient allègrement à la fois de la politique sportive, pas que vos collègues, d'ailleurs, certains de gens ici aussi, qui se moquaient allègrement de la politique sportive et de la capitale européenne du sport. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, nous puissions voir aussi les réussites, même si, comme je mets en parcours, le stade Rolandin en fait partie. Le stade Rose-Rolandin n'est pas abandonné. Non, mais vous savez, on programme des études, ensuite, derrière, on réalise les travaux. Donc, on a une programmation qui s'échelonne. Vous avez fait état du stade du Merlan, on peut s'en réjouir, de celui utilisé par les Cheminots de Saint-Marthe et Saint-Gabriel. On a également celui des Olives qui a été refait. Bref, un certain nombre d'équipements qui sont rénovés et remis aux normes et au goût du jour. Et puis, il y aura bien évidemment le stade de Gombert qui, lui, les travaux devraient se faire cet été, dans la mesure où on a à déplacer d'abord une antenne téléphonique. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, à réorganiser le terrain pour qu'il soit aux normes fédérales, et réorganiser aussi les travaux. Madame Masse, je prendrai soin moi-même de l'expliquer au club, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et donc, oui, je me fais les questions et les réponses, c'est plus simple. Ça mérite d'être déçu. Voilà. Donc, ce stade sera, comme les autres, avec une libération de temps, bien sûr. Nous aurons sur ce stade-là, il y a l'équipe de football du club de foot de Château-Gombert qui, pour n'en déplaire à personne et surtout pas au voisinage, est revenu à on va dire, depuis les changements de dirigeants, est revenu à des relations normales avec les gens qui sont autour, qui habitent autour, qui habitaient là après le stade, mais qui habitent quand même là, et donc on ne va pas les jeter dehors, au contraire. Et il faut que nous sommes tous des êtres humains, il convient que chacun puisse respecter l'autre. Et je crois que l'équipe dirigeante en place sur le CA Château-Gombert montre beaucoup de respect vis-à-vis des voisins. Et moi, ça me va bien. Voilà. Et ils savent aussi tenir les gamins qui sont là pour faire du sport, et pas ni pour insulter le gardien, ni pour insulter les voisins, ni pour s'approprier les territoires. Il y a dans ce périmètre-là un terrain de proximité qui a été fait il y a quelques années. Il y a un terrain qui a été rénové donc, quand M. Ravier était le maire de ce secteur, donc avec à la fois du financement de la mairie de secteur et du financement de son enveloppe parlementaire. Donc ce sera un très bel équipement qui lui est officiel, qui lui a des vestiaires, qui pourra servir au club, aux compétitions, aux rencontres sportives, pour le plus ancien club de Marseille. Je crois qu'on ne peut que s'en réjouir, mais il faut aussi se dire bien que le respect, ce n'est pas qu'une des valeurs prônées par le sport, elle doit s'appliquer tous les jours. Et en s'appliquant tous les jours, bien qu'on s'aperçoit qu'on peut être entendu, y compris par la sport. Bien, je vous remercie. Donc,
fait, on peut toujours être satisfait des travaux de restructuration et de rénovation de nos équipements sportifs. Cependant, le territoire, du moins le nôtre, le 7e secteur est vaste et il reste encore beaucoup à faire. Nous l'avons vu lors de la mission d'évaluation des équipements sportifs. Et oui, bien sûr, mais juste une chose, il y a certains équipements qui sont autant importants sur le secteur. Je pense entre autres au stade de la Batarelle qui accueille aujourd'hui de nombreux enfants. Et donc il faudrait aussi songer à remettre en état dans les mois ou les années à venir. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Miron? Oui, le stade de la Batarelle, on y pense aussi. Voilà. Mais après, vous savez, il y a des équipes qui jouent à certains endroits, à certains niveaux, et donc on est obligé de tenir compte aussi de la problématique sportive. Donc, je vais juste rajouter, puisque nous parlons de notre secteur, rajouter que j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Garcia, qui est venu à rendez-vous, donc on s'est vu, et il m'a fait état d'un certain nombre d'équipements qu'il souhaitait, que la mairie de secteur et lui-même souhaitait que nous rénovions sur la très très longue liste qui m'avait été adressée. Et cette année, elle était un peu moins longue, et j'en suis ravi. Voilà, je vous annonce, Madame le maire, que pour l'instant, on a retenu pour 937 000 € de travaux sur des équipements de proximité, avec toute une liste que je vous donnerai dès que nous aurons fait la réunion de programmation définitive donc, de tous ces équipements qui sont exclusivement sur les décentralisés. Donc c'est décentralisé qui s'ajoute à ça. Je vous remercie. On va donc mettre le rapport numéro 3 au voix. Qui est pour? Le rapport est donc adopté. Rapport numéro 4, Madame Duguay. Alors c'est le rapport numéro 17-31-558. Il traite de la restructuration du stade du Merlin dans le 13e arrondissement. Donc, ce rapport a pour objet, dans le cadre de l'opération de restructuration du stade du Merlin passé avec la société Loxima, l'approbation du protocole transactionnel du lot numéro 1. La société Loxima, titulaire du marché, a refusé de signer le décompte général déposé le 17/12/17 son mémoire en réclamation pour un montant de 40 800 € DTC. Afin d'éviter un contentieux, les parties se sont rapprochées pour chercher des conditions amiables. Ils ont convenu d'une résolution financière totale de 34 800 €. Les parties consentent réciproquement à n'effectuer aucune demande ou aucun recours ultérieur concernant les obligations financières nées de l'exécution du marché numéro 2014-35-86. Madame le maire, je vous prie de mettre ce rapport au voix. Je vous remercie, Madame Duguay. Des observations? Non. Qui est donc pour ce rapport? Pas d'opposition, pas de vote contre. Le rapport est donc adopté. Rapport suivant. Alors le rapport numéro 5 concerne, comme chaque année à la même période, l'actualisation des périmètres scolaires donc pour les affectations des enfants dans nos écoles maternelles et élémentaires. Donc là, ça concerne les écoles des 13e et 14e arrondissements. Certaines modifications ont eu lieu dans d'autres secteurs, notamment par rapport à l'ouverture d'une école primaire dans le 15e arrondissement. Alors nous concernant, on peut voir quelques modifications qui sont en gras sur le tableau qui nous a été fourni. La commission éducation n'a pas encore eu lieu, elle aura lieu vendredi, donc nous avons certaines interrogations quant à l'affectation des enfants se trouvant notamment sur l'avenue du Merlan qui serait affectée à l'école Sainte-Marthe d'Isio. Donc voilà, quelques interrogations que nous espérons, dont nous espérons avoir les réponses vendredi lors de la commission. Voilà, y a-t-il des interventions? Madame Masse. Merci beaucoup. Mon intervention, là, c'est vrai que je vous parlais de la commission d'éducation, je ne suis pas personnellement, parce que nous partageons les commissions au conseil municipal et nous n'avons pas trop de choix, nous ne pouvons pas participer à toutes. Mais puisque quelques élus seront présents, je pense qu'il ne nous a pas échappé des constructions sur le quartier de la Croix-Rouge, plus particulièrement à avenue Marcel Delprat, juste en face de l'école d'ailleurs. Et je voudrais vraiment savoir s'il est pris en compte la direction de l'éducation de la ville de Marseille, tous les permis de construire donnés pour l'année. Car aujourd'hui, ces bâtiments vont sortir de terre d'ici
1 an. La vente est en cours. D'ici 1 an, et quand vous savez le temps qu'il faut pour construire une école, un peu scolaire, peut-être. Alors, je sais qu'il y a un projet plus près de Château-Gombert, mais qui est encore dans les cartons pour l'instant, mais là, ne serait-ce que sur le quartier de la Croix-Rouge, où nous avons déjà une école fortement saturée, nous connaissons les lieux, elle est enclavée, il n'y a plus de possibilité d'agrandissement, à part de monter. Ce qui avait été une promesse d'ailleurs du maire de Marseille il y a quelques années, mais ça aussi, c'est parti dans l'oubli. Donc je suis assez inquiète sur ce quartier particulièrement de la Croix-Rouge, qui aujourd'hui se voit avec un urbanisme très fort, et je ne vois pas de prévision pour ce qui est de construction d'écoles. Merci. D'autres interventions? Non. Alors effectivement, je vous rejoins sur vos inquiétudes, hein. Ce n'est pas les seules d'ailleurs inquiétudes que nous avons sur le secteur. On pourrait parler du permis de construire qui a été donné dans le quartier de Saint-Mitre, où également d'ici quelques temps 400 logements vont voir le jour, et on connaît également le manque de place dans l'école de Saint-Mitre, des Prairies, de la Vatarelle. Donc c'est une réelle problématique sur le secteur, les affectations de nos enfants. Toutes les écoles sont saturées. Alors le maire de Marseille serait là et me répondrait qu'il a créé une école dans notre secteur qui se trouve à Sainte-Marthe. Sauf que les enfants de la Croix-Rouge et les enfants de Saint-Mitre ne vont pas aller jusqu'à Sainte-Marthe à l'école. Donc nous l'interpellerons également à ce sujet, suite à tous les permis de construire qui sont délivrés sur notre secteur. Ceci étant dit, je vais mettre ce rapport aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Le rapport est donc rejeté. Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir une explication de vote? Pourquoi votre groupe a voté contre? Les affectations, enfin les périmètres scolaires ne sont pas faits déjà d'une en concertation avec les mairies de secteur, alors qu'on est, je pense, le plus proche des habitants, le plus proche des problématiques du fait de la présence de nos élus à tous les conseils d'arrondissement. Donc c'est l'un des premiers points. Le deuxième, c'est par rapport aux interrogations que nous avons également. Donc le vote changera peut-être, on l'a dit, en conseil municipal, à savoir pourquoi, pour un exemple, là, il y en a d'autres, pourquoi les enfants qui habiteraient avenue du Merlan, donc qui se trouvent à quelque part, l'école Merlan Village et Merlan Cerisé, seraient affectés à la rentrée prochaine à l'école Odisio. Voilà, ceci est entre autres les raisons de notre vote. Merci. De rien. Rapport suivant, M. Besnaïnou. Oui. Je vais faire sans micro. Ce rapport, monsieur le maire, a pour... Madame le maire, on s'y perd. Ce rapport, madame le maire, a pour l'objet l'approbation de la convention de partenariat conclue entre la ville de Marseille et l'association culturelle ACLM pour la mise en place d'actions de développement de la lecture publique. La ville de Marseille, soucieuse d'encourager la lecture publique et l'action culturelle au-delà de son propre réseau des bibliothèques, cherche à pérenniser et à développer différents partenariats. De son côté, cette association gère la ligne des espaces de lecture et a pour objectif de sensibiliser les habitants des quartiers populaires à la lecture et à l'écriture et de servir de passerelle avec les bibliothèques municipales. Je vous prie, madame le maire, de mettre ce rapport au voie. Merci. Merci, monsieur Besnaïnou. Y a-t-il des interventions? Non. Donc nous allons passer au vote. Oui, madame Foncière à ma parole, je vous ai Non, je voudrais vous souligner la pauvreté des bibliothèques municipales. C'est-à-dire déjà, elles sont tellement peu nombreuses. Si en plus elles doivent aider des associations, il faut travailler 24 heures sur 24. Merci. Ceci dit, qui est pour ce rapport? Qui est contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Je ne crois pas. Le rapport est donc rejeté. Rapport suivant. Alors le rapport suivant concerne l'approbation de l'avenant numéro 7 que la ville de Marseille a donc avec la Sodexo. Alors c'est concernant différents travaux de réaménagement, d'aménagement et de réorganisation au sein des CELF des écoles de notre ville, et donc, je l'espère fortement, vu que le rapport n'est pas très bien détaillé, des écoles de notre secteur. Donc nous demanderons lors de la commission vendredi qu'une liste plus précise et plus détaillée des écoles concernées nous soit transmise. Il faut savoir que l'ensemble de ces investissements s'élève à la somme de 599 608,48 € concernant les investissements complémentaires sur un certain nombre d'offices. Et également, vous avez un petit peu plus loin un montant de 469 926,76
€ concernant le réaménagement et l'aménagement de self cités dans le rapport. Y a-t-il des interventions sur ce dossier? Monsieur Le Chat. Permettez-moi d'abord un commentaire qui est hors sujet, mais comme mon collègue tout à l'heure s'est permis de faire un commentaire hors sujet, je voudrais, pour ma part, rappeler le bilan extrêmement négatif de votre prédécesseur. Et tout le vote que vous venez d'émettre sur le rapport précédent, j'ai peur que la suite du mandat aboutisse au même bilan. Je ferme maintenant cette parenthèse, et j'en viens au sujet que nous avons en discussion. Je suis, par tradition, extrêmement hostile au fait que quelque chose comme la restauration scolaire sorte du public, et on voit là qu'il y a un financement donné à une entreprise privée, dont le bilan, pour le coup, par rapport à la restauration scolaire, est catastrophique. Non seulement sur le plan de l'équilibre alimentaire qui nous est fourni par cette société, malgré toutes les demandes réitérées de faire en sorte que ça s'améliore, ça ne s'améliore pas, y compris, souvenons-nous, il n'y a pas tellement longtemps, y compris sur des problèmes touchant carrément à l'hygiène directe que nous avions retrouvé avec cette société. Il est incompréhensible que la puissance publique se déleste d'une tâche qui devrait lui revenir. Il n'y a aucune raison de faire confiance à une telle société privée et de faire en sorte que des crédits d'une telle importance soient donnés pour que eux fassent des bénéfices. Vous comprenez que dans ces conditions, comme nous l'avons fait sur toutes les délibérations correspondantes, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions? Non, alors pour là, M. Joshua, on n'est pas à l'ordre du jour le renouvellement de la délégation de service public. Là, la délégation de service public. C'est une cohérence. Voilà. La DSP se termine. La DSP se termine de Sodexo. Bientôt, effectivement. Sur la DSP, je peux dire quelque chose de Sodexo. Allez-y, je vous en prie. Moi, je regrette que la ville de Marseille ait accepté de voter une dérogation, puisque le préfet s'était opposé, pour que la Sodexo lave ses camions de livraison et l'eau s'écoule dans l'Yonne. Alors, d'un côté, on veut réhabiliter les rivières et les fleuves de Marseille et les rendre propres, et de l'autre côté, on accorde à Sodexo une pollution de l'Yonne permanente. Alors, quand ça a été voté au conseil municipal, les gens l'ont voté, nous non, mais je voudrais quand même que ce soit rappelé qu'on a donné un droit à polluer à Sodexo. Merci. Donc juste une rectification, j'ai dû m'embrouiller dans les chiffres. Donc le montant total de ce rapport, enfin pour ces investissements, s'élève à 599 608,48 €. Et donc ce détail, donc la première somme c'est 469 926 et la deuxième 129 680 €. La rectification étant faite, je vais mettre donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Madame Poncet-Ramal s'abstient. Le rapport est donc approuvé. Madame Lelouis, rapport numéro 8. Madame le maire, mesdames, messieurs, rapport 17-119-S. Ce rapport a pour objet l'approbation du principe de l'organisation du concours Marseille en fleurs 2018, ainsi que son règlement. Ce concours a pour but d'inciter le public à devenir acteur de son environnement, d'améliorer la connaissance des plantes, de l'art du jardin et des pratiques respectueuses de l'environnement en matière de jardinage dans notre commune. Les lauréats distingués en septembre 2018 seront également proposés par la ville au classement départemental du concours des villes et villages fleuris. Nous sommes ravis de ce Marseille en fleurs 2018 réunissant toutes sortes de catégories, tout en sachant que vous y avez rajouté les catégories crèches, écoles, maternelles et élémentaires, catégories qui participent depuis le début de notre mandature au défi jardin que nous avons mis en place. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport au voie. Je vous remercie, Madame Lelouis. Y a-t-il des remarques? Non. Je vais mettre ce rapport au voie. Qui est pour? Le rapport est donc adopté. Rapport suivant, Madame Lelouis, toujours.
toujours. Rapport 17-127-S. Ce rapport a pour objet l'approbation à titre de régularisation suite à la décision d'annulation de la délibération 15-0668 DDCV du 29 juin 2015, rendue par le tribunal administratif de Marseille le 19 septembre 2017, suite à la requête de M. Georges Maury pour défaut de motivation du recours à la procédure d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales. Cette annulation prononcée pour un vice de procédure par l'adoption de la délibération n'affecte pas la légalité de l'avenant et permet à la ville de Marseille de régulariser sa décision initiale. C'est pour cela que nous vous présentons à nouveau l'approbation de l'avenant numéro 1, si annexé au rapport, à la convention d'occupation précaire passée avec l'association des jardins familiaux du théâtre Athéna de Château-Gombert, relatif à la gestion des jardins familiaux dans le parc paysager d'Athéna, dans le 13e arrondissement. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport au vote. Je vous remercie, Madame Louis. Oui, allez-y. Vous battez pas, Oui, Madame la maire, j'avais deux petites questions sur, au sujet de ces jardins familiaux. Alors, les jardins familiaux qui se trouvent dans le secteur de la ZAC Château-Gombert sont une vraie réussite, ça je crois que c'est indéniable. Nous avions nous-mêmes, à mairie de secteur, initié une politique de jardins familiaux au centre d'animation de Fontobscur, que je crois que vous avez poursuivi, hein, d'après ce que me disent les associations. La politique de la ville avait initié aussi des jardins familiaux dans le secteur de Fontverne, à la cité Fontverne. Donc moi je voulais savoir si, comme c'est une réussite indéniable pour l'ensemble de nos concitoyens, que ce soit des structures associatives, des CAT, donc c'est un concept qui est très porteur pour nos concitoyens. Est-ce que vous-même, vous avez d'autres projets de multiplier ces jardins familiaux dans notre secteur? Est-ce que vous avez des projets dans les cartons? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, on a bien compris qu'on a cette délibération qui nous est revenue. C'est une action au théâtre de M. Maury. Donc je voulais simplement avoir des nouvelles, comme ça fait 3 conseils d'arrondissement que nous ne voyons pas M. Maury. Est-ce qu'il se porte bien? J'ai remarqué que depuis qu'il est venu... Ça fait 3 ans et demi qu'on ne voit plus M. Zépian. C'est vrai. Et moi je peux vous dire qu'il se porte bien. Je l'ai vu tout à l'heure. Très bien, très bien. Non, je voulais savoir s'il était malade. Je m'inquiétais de mes collègues, de l'absence de mes collègues. C'est tout. Je prends la parole, c'est pas Merci. Je profite de ce rapport et de la question donc, sur ce quartier d'Athéna. Je vais plutôt poser une question à Mme Cordier. J'en profite, en étant comité plus restreint, de ne pas l'aborder le conseil municipal. On se voit en commission, mais en même temps c'est peut-être intéressant, on peut aussi avoir d'autres avis. Nous rencontrons beaucoup de problèmes dans le parc Athéna au niveau de la sécurité des chiens. Moi je me retrouve avec beaucoup de personnes qui donc sont plus qu'ennuyées, sont fortement même, peuvent mettre en danger autant les individus que même eux, leurs petits chiens en laisse. Donc est-ce qu'il est prévu, je pense que c'est arrivé à vos oreilles, Mme Cordier, est-ce qu'il y a donc une possibilité pour apporter un petit peu de sérénité? Je ne vous parle que des chiens, je ne vais pas vous dire les autres problématiques qu'il peut y avoir, mais que l'on connaît, on les a déjà abordées ici. Cette problématique-là de chiens, mais vraiment, c'est une grosse inquiétude pour les enfants. Hein, pas aussi, mais les enfants, surtout les enfants, qui quand ils se déplacent pour aller au parc, se retrouvent face à des colosses. Et je voulais savoir si vous aviez une possibilité pour avoir une sécurité qui, en même temps, pourra répondre à beaucoup d'autres problématiques. Merci. Les chiens qui ont été raquettés, c'est Madame Cordier. Alors, sur le bien fondé des jardins familiaux, M. Stéphane Marie, vous savez que c'est dans la politique de la ville de Marseille et dans la politique de ma délégation d'augmenter de manière considérable les jardins familiaux le plus possible, et que nous avons une possibilité, nous en créons et on en aura sur la L2, on en a 2 sur du côté de la L2 Est,
Oui, Madame, oui, tout à fait. Madame Moïse est sur la dalle, hein, on n'a pas de souci là-dessus. Sur la problématique des chiens, c'est le règlement de tous les parcs, c'est-à-dire que les chiens doivent être tenus en laisse, surtout que nous avons fait sur ce parc Athéna un parc à chiens. C'est l'espace où les chiens peuvent être en liberté, mais qu'à cet endroit, dans la réglementation, c'est interdiction aux chiens qui ne sont pas tenus en laisse. Mais entre des panneaux d'interdiction que nous renouvelons, je ne sais pas quel est le nombre de panneaux qu'on a remis, mais pratiquement toutes les semaines on est obligé de le remettre puisqu'on nous les vole, on nous les casse, parce que ça semble déranger certaines personnes. Donc là, il y a la problématique. C'est un parc qui est ouvert, donc ce n'est pas un parc qui est fermé. Donc c'est un parc traversant puisqu'il sert de raccourci pour aller au collège, etc., pour faire des va-et-vient. Donc c'est un parc ouvert, donc il y a des surveillants de parc qui passent régulièrement. On a demandé aussi à la police municipale de faire des tournées régulières. Ils nous font un compte rendu. Et je sais très bien que ça ne suffit pas, parce que là, franchement, c'est un problème de sécurité autre, les incivismes, même pour dire de certaines pratiques de délinquance qui sont assez inquiétantes. Donc, dans le cadre du CSPD, Madame le maire, je vous encourage et je serai à vos côtés pour qu'on puisse mettre ce territoire aussi en zone de CSPD, parce qu'il y a une surveillance de la police nationale, puisqu'il faut absolument ne pas lâcher le terrain. Nous faisons ce qu'il faut au niveau du service, mais ça ne suffit pas. Il y a des horaires où il y a vraiment besoin de la police nationale. Bien, je vous remercie. Donc, effectivement, on envisagera, dans le cadre du CSPD, de faire des journées là-bas également. On parlera avec M. Lamy et avec les services compétents. Quant à votre remarque, M. Marie, donc on a des projets effectivement à l'étude. Là, je ne peux pas vous en donner un qui va être ou pas retenu. Cette année, on a mis l'accent sur le défi jardin. Ce n'est pas les jardins familiaux, mais c'est sensibiliser les enfants dans ce domaine également. Et nous avons plus de 2000 participants cette année, donc ce qui est une grande satisfaction, puisque de plus en plus d'écoles s'inscrivent à ce projet. Et quant donc aux jardins familiaux, effectivement, c'est quelque chose qui nous sensibilise aussi et que nous étudions maintenant. Voilà, ça sera peut-être dans les 2-3 années qui nous restent du mandat. Un objectif que l'on mettra en place dans les mois à venir. Mais là, je n'ai pas un projet précis à vous donner, mais je sais que Mme Louis, qui est en charge de cette délégation, s'y attelle et étudie les projets qui lui sont présentés. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons mettre ce rapport aux voix. Donc, qui est pour? Tout le monde est pour. Le rapport est donc adopté. Alors, monsieur Dubuzer, c'est à vous. Alors, Madame le maire, Monsieur le sénateur, mes chers collègues et mesdames et messieurs, ce rapport a pour objet l'approbation des principes généraux applicables en matière d'organisation du temps de travail des agents municipaux. La ville de Marseille a décidé d'initier un programme ambitieux de modernisation et de réforme de la gestion du temps de travail au sein des services municipaux. En effet, le temps de travail relève d'un cadre légal et réglementaire qu'il devrait normalement être impératif de respecter. Ce programme municipal s'appuie entre autres sur les axes stratégiques suivants. Je vous en cite quelques-uns parmi les plus importants. Le renforcement et la généralisation à l'ensemble des sites de moyens de contrôle des accès et du temps de présence. La responsabilisation de la hiérarchie et des élus de moyens en personnel placés sous leur autorité en matière de contrôle de la réalité des services effectués. Nous souscrivons totalement à cette volonté, je dirais même non pas d'amélioration, mais tout simplement de normalisation des pratiques managériales et de l'organisation du temps de travail du personnel municipal. Et nous espérons que, comme il est indiqué dans ce rapport, cette évolution se fera sur l'ensemble des sites de la ville de Marseille, et notamment sur l'ensemble des mairies de secteur, particulièrement la nôtre, et ce, dans l'intérêt général de tous les Marseillais. Madame le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au point. Je vous remercie, monsieur Dubuzer. Monsieur Joshua.
Monsieur Dudosière, il n'y a aucune chance que l'approbation de ce rapport améliore en quoi que ce soit le fonctionnement de la mairie de Marseille et de son personnel. Aucune. Bien sûr, la problématique est ancienne. Nous savons que ce n'est pas seulement cette législature, mais depuis très longtemps, le fonctionnement de cette mairie est basé sur le clientélisme, et ce clientélisme pourri du sommet jusqu'à la base. Mais comme dit l'autre, le poisson pourrit par la tête. Et c'est dans tous les sens qu'il faudrait modifier cette chose-là. Nous savons que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que cette mairie, du haut et malheureusement jusqu'en bas, n'est pas dirigée par l'intérêt général, est dirigée par des hommes de clics, de groupes qui se servent de la municipalité. Donc la municipalité soit au service de la population. Ça, c'est la problématique de base qu'on n'avait pas rappelée, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça sur la description. Mais ce qui est certain, c'est que tant qu'on n'a pas traité cette question au fond, tant qu'on n'a pas curé les écuries d'Augias complètement, il n'y a aucune chance que ça marche, et certainement pas par des mesures autoritaires de ce type, qui, vous ne l'avez pas rappelé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que votre antisyndicalisme profond fait que vous ne comprenez pas le fait que tant qu'on ne négociera pas avec les personnels eux-mêmes, et pas seulement avec un syndicat, je ne veux pas le nommer, mais qui, bien entendu, lui, profite de ce système depuis trop longtemps, mais qui, même dans ce cas-là, lui, n'a pas été consulté. Ça signifie que toutes ces mesures sont prises à l'encontre de tout ce que peut penser le personnel. Ça ne peut pas marcher. C'est pas parce qu'on mettrait une pointeuse ici que ça résoudra le problème. Il y a un point là-dedans qu'il faut reconnaître comme positif, c'est que c'est pas seulement le personnel qui est mis en cause, mais c'est l'ensemble de la hiérarchie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est certain. Mais vous savez comme moi, peut-être que vous ne savez pas, sinon je vous le dis, que les quelques-uns dans la hiérarchie depuis tellement longtemps qui voulaient faire en sorte que les choses fonctionnent autrement, pas sur la base du clientélisme, mais au service de l'intérêt général, ont été placardés, ont été éliminés. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, rien ne changera. Et alors, ça signifie la chose suivante. Il faut s'opposer à toutes les mesures de ce type, parce qu'elles ne bougeront rien. C'est de la démagogie. C'est quelque chose qui permettra de dire « nous avons fait le travail », alors que le travail n'est pas fait. La dernière chose que nous avons eue sur l'histoire des SAMU, parce que ça vient de là, cette histoire, de la manière dont ça a été traité, c'est un scandale, parce que ces trucs ont été portés contre le personnel, alors que le personnel ne faisait pas le travail, alors que l'accord pour faire en sorte que ceci puisse fonctionner malgré les difficultés du travail des personnels, et c'est un accord qui était prévu jusqu'au cabinet du maire. Ça signifie que toutes ces questions-là, tant qu'elles ne sont pas mises sur la table, rien ne bougera. Votre enthousiasme pour dire allons-y, on va mettre tout ça, ça va marcher, je peux vous garantir, monsieur Dudosière, et c'est peut-être pas votre faute là, en l'occurrence, mais je peux vous garantir qu'il n'y a aucune chance que ça puisse s'améliorer. Il faut changer complètement le point de vue si nous voulons que les choses puissent avancer. Il y a d'autres mairies où ça marche, donc ce n'est pas seulement une question de grande politique, c'est une question de tradition que nous avons, qui est catastrophique et qui, je sais bien, ne vient pas seulement de l'époque de M. Codin, elle vient de bien avant, et donc c'est évidemment difficile à modifier, mais il faut modifier ça. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de syndicats privilégiés, par exemple. Il faut faire en sorte de recevoir tous les syndicats, ce qui n'est toujours pas fait. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe à la mairie de secteur. Mais je sais ce qui se passe à la mairie centrale et je vois comment ça peut faire. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut remettre l'intérêt général pour tout le monde, le négocier avec les personnels, et si on fait confiance à la possibilité des personnels de faire comprendre qu'ils sont là pour l'intérêt général, ça peut marcher. Et évidemment, ça signifie aussi que leur vie matérielle soit améliorée. Parce qu'on ne peut pas demander à des gens de travailler beaucoup et de respecter, y compris les questions de règlement national, parce qu'évidemment, il faut le respecter. Si les salaires qui leur sont donnés sont aussi bas, et si le fait que la plupart, beaucoup de gens parmi eux sont obligés d'avoir un demi-autre travail, voire un travail entier à côté, pour arriver à subvenir, tout ça c'est un ensemble, on ne le traitera pas par des mesures autoritaires de ce type, et évidemment nous allons voter contre. Monsieur Mirange. Madame le maire, mes chers collègues, chers Édouard, pourquoi tant de haine? Si vous aviez été en capacité de diriger quelque part, M. Josué, bien, vous auriez peut-être souhaité que les conditions de sécurité soient remplies pour ceux qui
exercent leur métier, en l'occurrence là, l'hôtel de ville, l'ensemble des services. Et puis vous auriez souhaité aussi, dans le cadre de l'intérêt général auquel vous faites référence, eh bien que ceux qui sont payés pour effectuer le travail le fassent dans un nombre d'heures prévu légalement. Et c'est bien ce qui est à l'intérieur de ce document, je le lis, le renforcement et la généralisation à l'ensemble des sites de moyens de contrôle des accès et du temps de présence. Vous remettez donc en cause le fait que la municipalité, dirigée par Jean-Claude Gaudin, souhaite eh bien, que les choses soient faites en sécurité et que les choses soient faites dans le respect des règles. Vous faites le pourfendeur de l'application des lois et des règlements régulièrement. Et là, je suis étonné que vous preniez cette position, qui est, me semble-t-il, plus une position dogmatique, qui est le relais d'un certain nombre de syndicats, voire d'un seul syndicat, à qui tout pose problème, et notamment le fait, effectivement, que les relations entre le pouvoir municipal et ce syndicat ne sont pas forcément au beau fixe. Et ça, à chacun des responsables de ce groupe syndical, est de se remettre en cause sa manière d'aborder les choses. Je siège au comité technique paritaire. Et je peux vous dire que c'est quasiment toujours les mêmes qui votent contre tout le temps, quelle que soit la délibération. J'y étais encore la semaine dernière. On a passé de 9h du matin à 13h30. Il y a eu je ne sais combien de discours, de discussions, de délibérations. Et eh bien, le même syndicat a toujours voté contre tout le temps. Alors ça va être un principe chez eux, voter contre. Je ne vois pas d'autres solutions. Et moi je dirais que enfin, si vous n'êtes pas d'accord avec la politique municipale qui est menée, enfin, chacun est libre de ne pas être d'accord, mais soyez quand même respectueux du maire de Marseille et de ceux qui l'entourent. Moi j'ai certainement la faiblesse de croire, la naïveté, de croire que les élus, tous les élus, quelle que soit leur tendance politique, tous les élus sont là pour l'intérêt général et sont là parce qu'ils ont envie, avec leur propre idée, bien évidemment, voire leur dogme pour certains, et bien de faire avancer la société, de rendre demain meilleur. Et je crois que je vous sais gré de ce point-là, vous en faites partie, et je crois qu'il faut simplement respecter les gens, être respectueux les uns des autres, ce serait pas mal pour commencer. Oui, je voulais juste répondre rapidement à M. Joshua, parce que vous nous avez dit que nous étions des antisyndicalistes primaires, secondaires, tertiaires et viscéraux. Alors, je voulais quand même simplement vous dire que nous n'étions pas du tout des antisyndicalistes. Par contre, c'est vrai que nous sommes pour des syndicats libres, indépendants et surtout apolitiques. Je vous rappelle l'article 1 des statuts de la CGT. La Confédération Générale du Travail est ouverte à tous les salariés, femmes et hommes actifs, privés d'emploi et retraités, quel que soit leur statut social et professionnel, leur nationalité, leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses. Nous savons le sort qui est réservé, M. Joshua, aux personnes qui sont syndiquées à la CGT ou à d'autres syndicats et dont le syndicat découvre leur appartenance au Front National. Vous savez très bien qu'ils sont virés manu militari. Alors ne venez pas à nous traiter d'antisyndicalistes. A demandé la parole. Madame Conservat. Merci. Je voulais quand même signaler tout ça, c'est quand même une affaire publique. Le rapport de la Cour des comptes concernant l'organisation de la ville de Marseille a fait état d'un nombre d'heures bas, très bas, trop bas par rapport à la règle des employés. Donc je veux dire, c'est en dehors du fait que les syndicats sont ou ne sont pas consultés. Il faut peut-être se conformer aux règles de la République. Quand la Cour des comptes relève une anomalie, on en tient compte. Merci. Pas très long, monsieur Joshua. Et dans le calme, s'il vous plaît. Non, mais je suis particulièrement calme, vous avez remarqué. Non, je parlais des syndicats, monsieur Léon. Des syndicats, pas d'un syndicat. Il s'avère que, comme vous le savez sans doute, le maire de Marseille, la mairie de Marseille, et donc vous-même, faites en sorte de ne recevoir qu'un seul syndicat. Et donc tous les, je parle là, ici en l'occurrence, c'est dans mon rôle
Mais je vous rappelle que tous les autres syndicats, pas un, tous les autres, demandent que le mode de gestion de cette mairie change. Et tant qu'on n'aura pas accepté ce changement, ça ne changera pas. Et ce n'est pas simplement le fait de respecter les règles. Tout le monde est pour respecter les règles. En particulier, moi, je suis présent pour respecter les 35 heures. Et je viens d'avoir des ordonnances qui font en sorte que les 35 heures n'existent plus. Donc, vous voyez, j'ai quand même des soucis des règles, oui, on peut en discuter. Et si les 35 heures ne sont pas réalisées, il faut aller jusqu'aux 35 heures. Ça, je n'ai pas de doute sur ces questions-là. Après, les questions d'organisation du travail. Il y a des questions d'organisation du travail. Si les gens font 35 heures en boycottant le travail à côté, à quoi ça sert? Ça se négocie avec les syndicats en général, et pas un seulement, M. Miron, vous le savez bien. C'est ça qui est la question qui est posée. Alors, sur le reste, M. Lozère, après, vous avez l'article 1 d'un syndicat qui est la CGT. Le même comportement est fait pour tous les autres syndicats. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul article. Il y a aussi le reste, qui sont les questions de respect des valeurs de la République. Et là, on se retrouve dans un autre débat. Évidemment, vous pensez que vous le respectez. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de ce point de vue-là. On verra comment on trouvera votre congrès. Mais les syndicats n'ont pas qu'un seul article. Il y en a plusieurs. Et vous avez cité la CGT. L'attitude vis-à-vis de ce que vous rappelez n'est pas le cas de la seule CGT. Il y a un accord général des syndicats pour faire en sorte que les valeurs républicaines soient respectées. Mais c'est leur boulot. Moi, je ne suis pas ici en tant que défenseur des syndicats. Ce n'est pas ça ma question. Je vous signalais à vous, mais c'était un autre problème. Pour vous dire, et ça, je pense qu'on peut être d'accord même de ce point de vue-là, que si on passe par-dessus les représentants normaux du personnel, ça ne pourra pas marcher. Voilà, c'est tout. Ces mesures-là peuvent être tout à fait légales, c'est pas ça qui parce que c'est un point de vue général qu'il faut modifier, et pas seulement pour les personnels. Et en haut, et je sais, M. Dudosière, quand je dis ça, je sais que vous n'êtes pas loin d'être d'accord parce que je le dis tout de suite, parce que tout le monde le sait sur la ville de Marseille, que tant qu'on n'aura pas cette modification globale-là, ça ne pourra pas s'améliorer. Madame le maire, s'il vous plaît. Oui, Madame le maire, chers collègues. J'aimerais apporter une précision qui abondera pour une fois dans le sens de M. Joshua. Je voulais rappeler que lors du dernier conseil municipal, il y avait une délibération dans laquelle il nous était demandé d'approuver le prêt de la salle Valier au syndicat Force Ouvrière pour le Téléthon. Effectivement, on l'a accepté, pardon. Mais Mme Eustachian s'était insurgée auprès du maire de Marseille, puisqu'elle-même adhérente à Marseille auprès d'une autre force syndicale, et lui a demandé si effectivement le maire de Marseille était prêt à recevoir d'autres forces syndicales pour mettre à disposition du matériel comme ça. Le maire de Marseille nous a sèchement répondu que l'ensemble des autres forces syndicales passaient son temps, entre guillemets, à lui vomir dessus. C'est les termes qu'il a employés. Par conséquent, la requête de Mme Eustachian a été sèchement rejetée. Donc, M. Joshua, pour revenir à ce que vous avez dit, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, il y a à Marseille, effectivement, il y a des coûts que pour un seul syndicat, du moins pour le moment. Je vous remercie. Bien, s'il n'y a plus d'observation sur le rapport, nous allons donc le mettre au voie. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Le rapport est donc adopté. Rapport suivant, M. Dudioser. Rapport 1722. Ce rapport a pour objet l'approbation des tarifs relatifs à la taxe locale pour la publicité extérieure pour l'année 2018. Sont soumis à la taxe locale sur la publicité extérieure des supports publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Ces tarifs augmentent chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, soit une hausse de 0,6% pour l'année 2018. Madame le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au voie. Alors, s'il n'y a pas d'observation sur le rapport, nous allons le mettre au voie. Qui est pour? Tout le monde est pour. Le rapport est donc adopté. Le rapport suivant, M. Dudioser. Ce rapport a pour objet les tarifs d'occupation du domaine public communal pour l'année 2018.
En effet, l'occupation à titre privé du domaine public donne lieu à perception de taxes fiscales ou non fiscales en fonction de la nature de l'autorisation délivrée par l'autorité municipale. La ville de Marseille perçoit à ce titre des droits de place sur les foires et marchés et des droits correspondant aux occupations du domaine public, permis de stationnement délivrés pour des occupations du sol telles que terrasses de café, étalage ou en surplomb telles que marquises au vent, etc. Pour 2018, les tarifs subiront une hausse générale de 2%. Je relève que cette augmentation vient à nouveau frapper les commerçants et est difficilement acceptable dans une ville où le contribuable croule déjà sous les impôts et les innombrables taxes. Vous aurez donc compris que nous n'y sommes pas franchement favorables. Madame le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Je vous remercie, M. Bulldozer. S'il n'y a pas d'observation, qui est pour? Qui est contre? Il n'y a pas d'abstention apparemment. Ah, si, une abstention, Madame Poncerat. Le rapport est donc rejeté. Rapport suivant, M. Bulldozer. Rapport 124. Ce rapport a pour objet l'approbation de la reconduction du tarif appliqué en 2017 sur les droits de stationnement s'appliquant aux véhicules d'autopartage. Les tarifs prendront effet à compter du 1er janvier 2018. Par délibération du 30 juin 2008, la ville de Marseille a instauré le label Autopartage Marseille dans le but de favoriser le développement de l'autopartage sur le territoire communal. Les sociétés d'autopartage ayant obtenu le label Autopartage Marseille et adhéré à la charte Autopartage Marseille peuvent prétendre à une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour bénéficier d'emplacements réservés au stationnement de leurs véhicules sur la voie publique. Madame le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Oui, bien sûr, je vous remercie. Donc là encore, s'il n'y a pas d'observation, qui est pour? Donc, le rapport est donc adopté. Rapport suivant, M. Bulldozer. Ce rapport a pour objet l'approbation de la reconduction du tarif appliqué en 2017 sur les droits de stationnement appliqués aux taxis, donc qui ne bougent pas, et ainsi que le réajustement à la hausse de 2% sur les tarifs des droits de stationnement pour les véhicules autocars et les droits d'hiver. Madame la maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Je le mets au voix. Qui est pour? Pas d'abstention, pas de vote contre. Le rapport est donc adopté. Monsieur Bulldozer, alors, rapport 126, ce rapport a pour objet l'approbation de l'acquisition par la ville de Marseille d'un terrain nu situé au 309 chemin de la Grave, dans le 13e arrondissement, pour une superficie totale de 4 504 m², moyennant la somme de 800 000 €. Alors, ce terrain se situe au niveau du boulevard Parent, entre la résidence Le Val-de-Grès, là où est en train de se construire la fameuse U372, et le chemin de la Grave. Ces deux emplacements réservés donc, sont destinés l'un pour la métropole pour le recalibrage du ruisseau de la Grave et l'autre, dont nous en parlions tout à l'heure, Madame Masse, pour l'implantation de la nouvelle école de Château-Gombert. Nous sommes bien évidemment tout à fait favorables à cette acquisition et à la construction de cette nouvelle école que nous appelons de nos voeux depuis fort longtemps, puisque nous l'avons dit et redit plusieurs fois dans ce conseil d'arrondissement. Les écoles actuelles de Château-Gombert Centre, d'Urbec, de la Croix-Rouge, de la Parade sont actuellement totalement saturées. Deux petites remarques, c'est que bon, cette acquisition arrive un petit peu tard, puisque le temps que l'école soit construite, nous avons les 500 logements du PAE des parents dont la construction a déjà commencé depuis quelques mois maintenant, qui seront livrés dans un an à peu près, en octobre-novembre 2018. Donc il faudra parier que l'école ne sera pas construite d'ici là, donc on va encore se retrouver, si on ajoute ces 500 logements, plus tous ceux qui sont déjà construits à la Parade, sur la technopole de Château-Gombert, etc., on va encore se retrouver évidemment dans une situation assez tendue le temps que cette école voit le jour. Et puis nous remarquons également sur l'élargissement du chemin de la Grave qui est prévu au PMU, et on espère là aussi qu'on ne va pas se retrouver dans une situation comme par exemple la ZAC de Sainte-Marthe, où l'école au lycée de Saint-Nitre, où l'école et le lycée ont ouvert, avant que les travaux de voirie, de transport en commun, etc. soient faits et soient mis en service. Donc on espère que cet élargissement de chemin de la Grave sera réalisé avant la construction et l'ouverture de l'école. Voilà. Madame la maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au vote. je vous remercie. Je voudrais juste apporter une précision. Le numéro
309 est erroné. Le 309 se trouve totalement au nord du chemin de la Grappe. Et là, nous sommes au sud, au boulevard Barra. Et le numéro qui correspond à cette propriété, c'est le numéro 2. Rien d'autre, c'est tout ce que j'avais à dire. Il ne faudrait pas qu'il se trompe. Vous avez raison. Entre 309 et 2, il y a une différence. Il y a 1 kilomètre il y a 2 kilomètres de différence. La ville a dû faire une erreur de saisie. Non, c'est l'ancienne numérotation qui date avant 2000. D'accord. Ah, ils ne prennent pas 3 jours alors sur leur cadastral, c'est inquiétant. Tant que la parcelle est bonne. Se trouve sur le bas, effectivement, du chemin de la Grappe, comme je vous disais, entre le hameau des Val-de-Bray et le chemin de la Grappe, elle se situe juste au-dessus du Barbara. Non, c'est pas le numéro de la parcelle non plus, hein, il y a le plan derrière. Non, ils ne se sont pas trompés sur le numéro de parcelle. Ils se sont trompés sur le numéro de la rue, sûrement. Dans le protocole foncier qui est annexé, est-ce qu'il y a des observations sur le rapport? Non. Je vais le mettre au voix. Qui est pour? Et bien voilà, le rapport est donc adopté. Rapport suivant, Monsieur Dudiezer. Alors, ce rapport a pour objet l'approbation de l'avenant numéro 1 à la convention d'intervention foncière sur les sites de Sainte-Marthe et Besson-Giraudy, passé entre la ville de Marseille et l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le FTPACA mène une mission d'anticipation foncière sur un périmètre élargi du quartier Besson-Giraudy et une mission d'impulsion foncière sur un premier périmètre préopérationnel d'intervention prioritaire défini par la ville de Marseille sur le site réduit de Besson. Alors, comme il est écrit dans ce rapport, ce secteur, à fort enjeu patrimonial, est l'un des derniers territoires aux qualités exceptionnelles à Marseille, maillé de domaines vastifères, pour la plupart inscrits au titre de monuments historiques et aux qualités paysagères indéniables et encore préservées. Alors, quand on voit le véritable massacre, on va dire le désastre urbain qui a été opéré sur le secteur d'en bas, c'est-à-dire sur le secteur Mirabilis, eh bien, nous pensons qu'il est urgent d'établir un moratoire sur les permis de construire sur cette ZAC de Sainte-Marthe et de stopper toute nouvelle construction tant que les équipements publics, et notamment la Tramevière, la U240, la U236, la requalification de la rue Étienne Dolé, la requalification de la RD4 ne seront pas réalisés. Voilà. Nous nous opposons formellement à toute nouvelle urbanisation de la ZAC de Sainte-Marthe, que ce soit sur le secteur des Besson-Giraudy de Santa Cruz. Madame le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au point. Je vous remercie, Monsieur Dudiezer. Y a-t-il des remarques sur le rapport? Non. Je vous demande donc pour voir. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Le rapport est donc rejeté. Le rapport 17, Monsieur Dudiezer. Donc le rapport 17-128. Ce rapport a pour objet l'approbation du déclassement de 2 parcelles en vue d'une future cession à la Sojima pour la réalisation d'un village d'entreprise mixte pour les PME-PMI d'environ 3 000 m² de surface de plancher. La cession au profit de la Sojima d'une emprise foncière située dans le ZAC de Château-Gombert d'une superficie totale de 6 920 m² environ, cadastrée donc à Château-Gombert, sur laquelle est bâtu un immeuble vétuste, donc c'est une ancienne entreprise qui est aujourd'hui désaffectée, d'une superficie de 2500 m², actuellement occupée par 2 entreprises, fera l'objet d'une libération totale avant sa démolition et sa cession. Le projet donc envisagé sur ce site consiste en la réalisation d'un village d'entreprise mixte pour les PME-PMI d'environ 3000 m² de surface de plancher. Donc cette parcelle se trouve au bout de l'avenue Paul Langevin, après l'entreprise AXA, juste en face du dépôt de l'RTM. Voilà. Madame le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au point. Y a-t-il des observations? Non. Qui est pour? Le rapport est donc approuvé. Rapport suivant, Madame Sicard.
Madame le maire, mes chers collègues, ce rapport a pour objet, dans le cadre de la mise à disposition de logements d'urgence et d'insertion, l'approbation de la convention cadre de fonctionnement relative à la gestion d'un parc de 60 logements relais, ainsi que l'attribution à la SAEM ADOMA d'une participation financière d'un montant plafond de 253 967 € pour l'année 2018. Les logements du parc relais ADOMA devront le plus souvent être utilisés dans le cadre réglementaire du Code de la construction et de l'habitation, article L. 521-3-2. Les frais de logement temporaire seront mis à la charge des propriétaires des logements indignes concernés, auxquels incombent des obligations d'hébergement ou de relogement. Ainsi, conformément à cet article, les sommes correspondantes seront mises en recouvrement comme en matière de contribution directe. Encore beaucoup d'argent engagé pour les structures qui n'ont rien à faire dans un parc public et qui a été imposé aux habitants de ce secteur. Madame le maire, je prie de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Monsieur Joshua, je vous remercie, Madame Sipon. Mes chers collègues, moi j'étais hésitant parce que je doutais bien quand la dernière phrase de ma collègue laisse entendre que votre groupe a voté contre. Vous risquez d'être surpris, monsieur. Peut-être pas. C'est pour ça que je m'y prends un peu à l'avance. Voilà. Parce que, bon, l'intérêt général, c'est l'intérêt général, les règles, c'est les règles, et ce coup-ci, il y a les règles qui sont données. Bon, évidemment, il faut bien que ce soit quelque part. Ça, je comprends bien que c'est pas sûr que les gens qui sont autour soient contents que ce soit là. Ça, c'est possible. Je n'ai pas regardé la chose de plus près. Il faudra avoir d'autres arguments que juste qu'il ne faut pas que ce soit chez nous. Hein. Mais évidemment, la proposition que de prévoir les choses à l'avance, pour qu'on ne donne pas l'argument classique consistant à dire on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas prévu, on ne sait pas quoi faire des gens et les laisser croupir dans les endroits où ils sont, c'est un peu déraisonnable. Je ne vais pas plus longtemps parce que si je me suis trompé dans le vote putatif, mais c'est un mot qui ne veut pas dire ce que les gens entendent, hein, vous comprenez bien. Dans le vote putatif que vous alliez émettre, je m'excuse de l'avoir prévu à l'avance, mais moi en tout cas, je voterai pour ce rapport. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Nous allons donc mettre ce rapport au voix. Qui est pour? Le rapport est donc adopté. C'est Noël. Ah, c'est le miracle. Presque. Une fois par an. Un miracle, il y en a une fois par an. Rapport numéro 19, monsieur Dujosel. Alors, ce rapport a pour objet l'approbation de l'accord de principe donné par le conseil municipal sur le contrat de fortage afin de permettre à la société CBDP l'extension de la carrière de Sainte-Marthe. Alors, pour information, un contrat de fortage est un contrat par lequel le propriétaire d'une carrière concède à un tiers le droit de l'exploiter, en principe moyennant le versement d'une redevance, tout en conservant la propriété du sol et du sous-sol. L'autorisation préfectorale actuelle d'exploiter arrivant à échéance en 2020, CBDP a recherché de nouveaux gisements de proximité afin de pérenniser l'approvisionnement en matériaux du bassin de consommation de la métropole marseillaise, aujourd'hui alimenté par les installations de traitement et de transformation présentes sur le site de la carrière de Sainte-Marthe et pérenniser ainsi les emplois directs et indirects associés. Alors comme nous sommes évidemment favorables à cette extension au vu des emplois en jeu, cette carrière a un intérêt, comme il est indiqué sur ce rapport, un intérêt municipal et bien un intérêt métropolitain, puisqu'elle alimente, elle est essentielle dans la réalisation des travaux publics d'intérêt général, tels que le ruisseau Mirabeau, Euromed, Joliette, le tramway, les 3 rues de Rome, le boulevard du littoral, le métro Boudinville, etc., etc. Ceci étant, si cette carrière a un intérêt général sur toute la métropole, eh bien, c'est nous, c'est notre secteur, et particulièrement les habitants de Sainte-Marthe et du chemin des Vaisseaux, qui en subissent les nuisances. Et si demain elle va être pérennisée et étendue, son activité va être étendue, et bien ça subira encore plus des conséquences, et notamment la circulation, le va-et-vient des camions quotidiens sur le chemin des Vaisseaux. Et or, nous demandons depuis des années, notamment la réfection de la chaussée du chemin des Vaisseaux, qui aujourd'hui se trouve complètement abîmée, voire même détruite par le passage du va-et-vient des camions. Il y a les nuisances dues à la poussière, nous demandons des ralentisseurs pour faire ralentir des camions qui circulent à une vitesse pas possible, nous demandons des radars pédagogiques, jusqu'à présent tout cela nous a été refusé car cela coûte trop cher par la métropole. Donc voilà, c'est bien de pérenniser l'exploitation de cette carrière, mais ce serait bien que la métropole et le conseil départemental, en particulier de la RD4, mettent un petit peu la main à la poche
pour diminuer les nuisances dues à cette carrière et notamment pour sécuriser la circulation des camions sur le chemin des Baissons. C'est d'ailleurs l'objet d'une demande que nous avons reçue de la part du CIQ de Saint-Marc et que nous soutenons complètement. Madame le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au voie. Je remercie M. Dujoser. Alors, Monsieur Marie ou Madame Conserama tout d'abord. Oui, arrangez. Oui, Madame le maire, j'allais reprendre à mon compte l'argumentaire de M. Dujoser, parce qu'effectivement, Marseille a besoin de se développer, les entreprises de travaux publics ont besoin de matériaux, et c'est vrai que cette carrière qui va être pérennisée sur une trentaine d'années est d'utilité publique, mais il y a aussi des riverains, effectivement. Il n'y a pas que les nuisances de camions, il y a aussi la file de véhicules ininterrompus qui tous les jours, faute de voirie dimensionnée, faute d'ouverture de la halle de Nord, passent, je le vois tous les jours, les habitants d'Allo, de Plan de Cul, Château-Gombert de Saint-Mitre, font le trajet chemin de Fond-de-Bus, traverse de la Fontaine et chemin des Baissons. Donc au-delà de la nuisance des camions, il y a la nuisance des automobilistes aux heures de pointe qui passent dans cette rue. Donc effectivement, moi je soutiens cette proposition de demander à la métropole de mettre en place des aménagements pour l'intérêt général des habitants. On remarque quand même que l'exploitant est un exploitant sérieux, qui joue la transparence. Alors je sais que de notre temps, quand on était dans le mairie de secteur, il y avait chaque année une journée portes ouvertes, donc je ne sais pas si c'est pérennisé, mais voilà, une journée portes ouvertes dans laquelle il y a une transparence totale sur l'activité. On sait qu'il y a la direction est à l'écoute des riverains en ce qui concerne les nuisances, les demandes aux camions de ralentir. Moi je demanderais simplement, j'ai écrit à Mme Karadec, je pense que vous l'avez fait peut-être également, pour que ce projet d'extension nous soit quand même présenté. Elle est venue en mairie de secteur récemment nous présenter le PLUI, elle pouvait aussi revenir pour nous présenter ce projet qui est un projet quand même majeur pour nos quartiers. Voilà, donc j'espère qu'on aura une demande positive sur cette requête. Merci, nous l'espérons aussi. Y a-t-il d'autres Madame Conserama, pardon. Alors, moi je rappelle quand même que ce chemin des Baissons est emprunté, qu'il y a 2 établissements de personnes handicapées qui empruntent ce trajet, que les camions dévalent à des vitesses folles, qu'en plus, les matériaux qui dégagent de la poussière ne sont pas arrosés comme ils devraient l'être. Parce que ça alourdit le poids du camion. Donc, l'arrosage ne se fait pas. Donc, effectivement, la nuisance avec les poussières qui s'en vont, elle est intacte, quoi. Elle n'est pas du tout corrigée. Donc il faudrait peut-être que les camions se chargent moins et arrosent les marchandises qu'ils transportent de façon à ce que les poussières ne s'évacuent pas, mais ça leur ferait faire le double de trajet. Donc, deuxièmement, diminuer la vitesse des camions en mettant des ralentisseurs, je pense que ce serait une bonne chose pour la sécurité des personnes qui passent là, dont, je vous rappelle, beaucoup sont des personnes qui n'ont pas une vigilance aussi importante que celle qu'ils devraient avoir. Merci. On n'a pas demandé à ce que les camions soient moins chargés, c'est une erreur de ma part, mais effectivement, on est très attentif à la sécurisation et à la sécurité des habitants de ce secteur, de tout notre secteur d'ailleurs. Et donc, nous avons également demandé la pose de ralentisseurs, l'aménagement de la voirie, l'aménagement de trottoirs également, qui ne sont pas forcément sur toute la longueur du chemin. Donc voilà, dès que nous avons une réponse, nous ne manquerons pas de vous la communiquer, bien évidemment. Ceci étant dit, nous allons mettre ce rapport aux voix. Qui est pour? Pas d'abstention. Ce rapport est donc adopté. Alors, rapport suivant, M. Dujoser. Alors, rapport 1731. Donc, ce rapport concerne l'école de Canet-Barthès, dans le 14e arrondissement, au 21 rue Barthès. Alors, ce qui est bien quand on est élu, c'est qu'on découvre des choses, on apprend des choses. Et moi, je le dis en toute humilité, je ne savais pas que la ville de Marseille pouvait être locataire de locaux pour une école primaire, une école maternelle. Et j'ai découvert cela dans ce rapport, qu'en fait, depuis 1939, la ville de Marseille était locataire, et n'est pas propriétaire, de l'immeuble, des locaux dans lequel elle a installé l'école de Canet-Barthès. Voilà, c'était le cas depuis 1939, et suite au décès donc, de la propriétaire de ces locaux, ses descendants, ses ayants droit ont souhaité vendre cet immeuble, et bien évidemment, la ville de Marseille a souhaité se porter acquéreur de ces locaux, puisqu'elle ne compte pas déplacer l'école, elle compte laisser l'école dans ces locaux-là.
Voilà, c'est l'objet de ce présent rapport qui nous est présenté, qui nous est demandé d'approuver. C'est l'acquisition par la ville de Marseille de l'immeuble pour l'école Canet-Barbès pour un montant, donc c'est une superficie de 503 mètres carrés, donc pour un montant de 245 000 euros, plus les frais d'acte, donc il y en a au total pour 270 000 euros. Voilà, Madame le maire, je vous prie de bien vouloir mettre sur le rapport au vote. Oui, bien sûr, je vous remercie, monsieur le Césaire. Y a-t-il des remarques? Non. Qui est pour ce rapport? Le rapport est donc adopté. Je vous remercie. Alors, ensuite, Mme Sicard va donc, si je ne me trompe pas, présenter du rapport 21. En fait, au rapport 28, c'est ça, Mme Sicard? En fait, je vous propose de faire une seule présentation pour les rapports 1732 à 1739. C'est bien ça. Dans les options sur la route. Alors, les rapports 1732 7S et 1739 7S concernent l'approbation de la garantie municipale à hauteur de 55% pour le remboursement de divers emprunts souscrits par l'UES Habitat Pacte Méditerranée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Tout cela pour financer l'acquisition et la réhabilitation de logements dans le 13e et 14e arrondissement. Donc vous le savez, la procédure simplifiée d'octroi de garantie d'emprunt mise en place par la Caisse de dépôt et consignation entraîne la prise de délibérations distinctes. Sont donc concernés dans notre secteur les groupes et périmètres suivants: le Grand Verger de logement, Val des Pins de logement, les Vieux Cyprès un logement, les Floralies un logement, Boulevard Casanova 2 logements. Comme d'habitude, la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci, qui porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, dont il ne sera pas acquitté à la date d'exigibilité. Madame le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Je vous remercie, Madame Sicard. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Alors nous allons voter rapport après rapport. Donc le rapport 1732, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Alors Madame Conservat est contre aussi. Le rapport est donc rejeté. Rapport 133, même. Oui. Est-ce que. On a un nouveau débat. Je ne voulais pas faire la même perte que tout à l'heure. Donc, je voudrais simplement savoir, la même question que M. Nari tout à l'heure, parce qu'on sait rarement dans les présentations que vous faites, enfin que le groupe majoritaire fait, quelle est l'orientation générale qui va du vote. C'est difficile du point de vue des débats. Chacun sa responsabilité. Là, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas pourquoi, quelle est l'argumentation exacte qui vous amène à voter contre, parce que je pense que ça va être un vote contre sur l'ensemble de ces rapports. Je ne saisis pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là? C'est incompréhensible. C'est souvent une question que l'on vous pose. Hein. C'est-à-dire, c'est pas seulement de comprendre pourquoi. On comprend bien pourquoi c'est un très populaire, c'est pas d'accord. Mais, excusez-moi, enfin bon, je vois à peu près, on comprend exactement quel est le type de débat que nous avons. Je ne vais pas avoir l'argumentation. Mais là, je ne saisis pas. Ce que je ne saisis pas, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là? Quelle serait la politique que vous arriverez à conduire si vous étiez aux responsabilités dans les mêmes conditions? Je ne saisis pas. Si vous avez une réponse à cette question, ça me serait intéressant de savoir tout simplement. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails. Je pense que ces rapports sont régulièrement à l'ordre du jour de nos conseils. Et vous avez déjà interpellé M. Rabier, des maires, il y a quelque temps dans cette mairie à ce sujet. Ce n'est pas un vote politique à ce niveau-là, c'est un vote technique. C'est le montage, la garantie d'emprunt qui nous pose problème sur ce type d'investissement qui nous pose problème. Après, bien évidemment, on est tout à fait conscient qu'on ne peut pas laisser les populations dans des appartements qui sont en décrépitude, dans lesquels il faut faire des réaménagements, de la réhabilitation. C'est simplement sur le montage que cela nous pose un problème, et donc c'est pour cela que nous votons contre en conseil d'administration. Ceci étant dit, donc nous étions sur le rapport 133. Est-ce que c'est le même vote que sur le 132? Qui vote pour? Madame Conservat, vous votez pour cette fois? Non, je vote contre. Ah, donc, je vais expliquer pourquoi je vote contre. Ah ben alors, voilà. La parole après. Le groupe majoritaire vote contre, et les autres votent pour, avec Madame Conservat qui vote contre. Rapport 135, Madame Conservat, allez-y.
Moi, je me fie aux rapports nationaux toujours sur l'état de la ville. Et la ville de Marseille manque cruellement de logements sociaux, pas de type PLAI, de type PLUS. Et chaque fois, on prête pour des PLAI, qui sont donc des revenus moyens. Mais pour les gens les plus pauvres, il n'y a pas à Marseille de logements sociaux suffisants. Et je me fie, en disant ça, au rapport que j'ai lu sur les départements, sur les HLM et tout. Donc j'ai voté contre tout à l'heure parce que c'était 2 PLAI, et là je vote contre parce que c'est encore 2 PLAI, c'est-à-dire qu'on ne résout pas le problème du logement des classes les plus difficiles. Merci. Donc c'est pas pour la même raison. Non, mais le secteur du service, en logements sociaux, le 13-14. Non, les logements sociaux, les PLAI, sont les loyers sont beaucoup plus élevés que pour les revenus que les gens qui ont les PLUS. Donc quand on lit les rapports annuels que édite l'organisme des logements HLM, qui édite un truc annuel sur les Bouches-du-Rhône, on regarde l'état des Bouches-du-Rhône et on voit qu'on y construit pas du tout de logement pour les gens qui en ont besoin. Donc vous voulez plus de PLUS? Exactement. D'accord. Je pense qu'en logements sociaux, on en a suffisamment dans le secteur, puisqu'on en a plus de 47%. Ceci étant dit, donc, le rapport donc 135 qui est pour. Ah, c'est le problème de la nécessité des populations. Oui, j'ai bien compris. Je ne parle pas de tel endroit, pas tel endroit. Il faut qu'il y ait, étant donné qu'il y a des personnes avec des revenus de temps, il faut construire des logements adaptés à leurs revenus. Sinon, on amènera encore de nouveau de la délinquance, de la violence, etc. Un peu partout dans la ville. Tout à fait. On peut les construire partout dans la ville et on peut même, comme le font certains maires, et je parle de Lyon, constater que dans chaque logement, chaque fois qu'il y a un immeuble où il y a 100 appartements, il y en a 3 ou 2 qui sont, c'est-à-dire qu'il a réparti sur toute la ville les logements sociaux, puisqu'il y en a un pourcentage dans chaque logement. Bien. Donc rapport 135, qui est pour? Qui est contre? Même vote, Madame Bourg-Ramad? Alors 136, est-ce qu'on est sur du même vote? Qui est pour? Donc même vote. Et qui est contre? Avec Madame Bourg-Ramad. Numéro 137, même vote. Même vote pour le 137. Même vote pour le 138. Oui, même vote. Même vote. Et le dernier, même vote pour le 139. Même vote pour le 139. Je vous remercie. Nous allons passer au rapport 140. Monsieur Vendredi. Madame la maire, monsieur le sénateur, mes chers collègues, monsieur Philippe, je vais aborder les rapports 1747 S et 141. Alors, je vous propose de faire une seule présentation pour les deux rapports 140 et 141 CFS dont les objets sont identiques. La compte sur la participation financière de fonctionnement 2018 à des associations dont les activités nécessitent un effort de trésorerie dès le début de l'exercice. Le premier rapport a pour objet l'attribution des versements suivants, le rapport 1740. Un acompte de 112 500 € à l'association Cité des métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un acompte de 126 000 € à l'association Initiative Marseille Métropole. Et un acompte de 207 500 € à l'association Maison de l'Emploi de Marseille. Ces trois structures ont une convention annuelle avec la ville de Marseille qui expire au 31 décembre 2017 et qui convient également de renouveler. Le second rapport, donc le 1741 CFS, concerne dans la même optique le versement des acomptes suivants. 712 963 € à l'école de la deuxième chance sur la participation financière de fonctionnement 2018. Bien que située dans le 15e arrondissement, l'école de la deuxième chance rayonne sur tout Marseille. 637 800 € à la mission locale de Marseille, dont plusieurs antennes sont situées sur notre secteur,
sur la participation financière de fonctionnement de 2018. Ces acomptes garantiront à l'ensemble de ces structures une continuité et un bon fonctionnement. Madame le maire, je vous demande de mettre ces rapports au vote. Oui, bien sûr, je vous remercie. Monsieur Vendredi, Monsieur Marie. Oui, Madame le maire, sur ces rapports, nous les voterons favorablement. Par contre, comme nous sommes en conseil d'arrondissement, je voulais porter une information à votre connaissance que je viens de recevoir. Donc, je pense que c'est une blague, mais l'intéressé va nous démentir ou pas. Il semblerait qu'un élu de votre majorité vienne de déposer plainte contre M. Ravier et que ces faits soient qualifiés d'extorsion de fonds, de menaces de mort. Donc, je voulais savoir si c'était une blague ou si l'intéressé pouvait nous corroborer ces accusations. On n'est pas parti. C'est peut-être une blague, hein. C'est peut-être une blague, mais je viens de recevoir une dépêche me l'indiquant, comme on est en conseil d'arrondissement, je profite, puisque l'intéressé, semble-t-il, ne répond pas à la presse, peut-être répondra-t-il au conseil d'arrondissement. Vous voulez répondre, Monsieur Ravier? Monsieur Ravier. Il va peut-être nous rassurer. Monsieur Marie, de la même manière que je n'ai pas à répondre aux convocations de la presse, je n'ai pas à répondre au tribunal révolutionnaire que vous voulez instaurer ici. Si je dois répondre, si vous avez de l'amabilité de me laisser répondre, vous m'interrogez, et vous pouvez la parole. Si je dois répondre à des accusations, je le ferai lorsqu'elles me seront officiellement présentées. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc il n'y a rien. Bien. Et je dément formellement, bien évidemment. Ceci étant dit, on va revenir à l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques sur le rapport 140? Pas de remarques, je le mets donc aux voix. Qui est pour? Voilà, il faut suivre là. Le rapport 29, le rapport 140. Donc tout le monde est pour. Le rapport est donc adopté. Rapport 141. Pareil. Qui est, même vote, je suppose. Qui est pour? Monsieur Marie, vous êtes là? Vous êtes sur Internet? Non, je regarde les dépêches. En tweet? Non, pas encore. Le rapport est donc adopté. Avant de passer donc au dernier rapport, je remercie tous les élus présents aujourd'hui, toutes les personnes qui sont venues assister à ce conseil d'arrondissement, mais également ma directrice de cabinet, Madame Arms, le directeur général des services, Monsieur Koska, Madame Ablo et Madame Salili, le secrétariat des élus, Madame la sténotypiste et Madame la caméraman. Merci pour votre présence à tous. Caméraman, si vous voulez. Maintenant, je vais demander à M. Vendredi de nous présenter le dernier rapport. Bien, il s'agit du rapport numéro 142. Ce rapport a pour objet l'approbation du 4e protocole partenariat d'accord pour la mise en œuvre du plan local de l'insertion et de l'emploi, le PLIE, Marseille-Provence au centre de 2018 à 2022. Son objectif est d'apporter un accompagnement individuel personnalisé et renforcé à 6 000 personnes adhérentes du PLIE, dont 60% de personnes allocataires du RSA, soit en moyenne 2160 par an, avec 960 nouvelles entrées annuelles. Plus de 2000 entreprises, dont une majorité de petites et moyennes entreprises, sont contactées chaque année par le pôle Relations Entreprises. Le pôle Ingénierie et Développement anime 330 cadres et chefs d'entreprise partenaires afin de multiplier les passages en situation de travail et les rencontres avec les acteurs économiques. Les contributeurs financiers de ce 4e protocole 2018-2022 sont l'Union européenne avec le Fonds social européen, l'État, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la métropole Aix-Marseille-Provence. La ville de Marseille pourra intervenir par le biais de subventions dites de libéralité qui pourront être versées à l'association Émergence qui anime le dispositif du PLIE pour la réalisation d'actions spécifiques du droit commun et après validation du conseil municipal. Madame la maire, je vous demande de mettre ce rapport au point. Je vous remercie, M. Vendredi. Y a-t-il des observations? Non, à nous concernant, nous resterons, bien évidemment, nous sommes favorables à toutes les démarches qui sont mises en œuvre pour l'emploi, nous resterons vigilants quant à ce PLIE. Je vais donc mettre ce rapport au voie. Qui est pour?
tout le monde est pour, donc le rapport est adopté. La séance, avant de lever la séance, je vous remercie encore une fois d'être présents et je vous souhaite à tous de passer un joyeux Noël. À bientôt.